Bonjour, heureux de vous retrouver sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale. Au programme de cette émission, on va parler du dispositif Make It Easy avec Camille Boivin, vice-président de la CRCC de Paris. On évoquera ensuite les audits comptables et les transactions. Quels sont les enjeux avec Ariane Olive, fondatrice de Spark Avocat. Et enfin, Jean-Loup Roger, PDG d'Implid, nous évoquera pourquoi le cabinet a adopté le statut d'entreprise à mission. Voilà pour les titres, c'est parti pour la matinale. On commence tout de suite cette matinale et je suis en compagnie de Camille Boivin, vice-président de la CRCC Paris et président de la commission attractivité pour parler du dispositif Make It Easy. Camille, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que Make It Easy ? Alors, Make It Easy, c'est un dispositif qui vise à accompagner les jeunes de la filière comptable. C'est un dispositif qui a été initié par la CRCC de Paris et auquel participe également la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre, ainsi que le conseil régional de l'ordre de Paris-Île-de-France. C'est un dispositif qui a vocation à permettre d'accompagner des jeunes en Bac+2 de la filière comptable, BUT, BTS comptabilité, licence et DCG bien sûr, de manière à leur remettre une bourse de 3 000 € et le parrainage ou de la part d'un parrain ou d'une marraine de la profession du chiffre. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi à Bac+2 ? Eh bien, figurez-vous, quand on discute avec les professeurs de ces jeunes, ils nous expliquent que c'est une année charnière pour les jeunes, l'année de Bac+2, parce qu'il y a un volume horaire qui est dense, parce qu'ils n'ont pas le temps d'avoir un petit boulot à côté. Et souvent, quand ils rencontrent des difficultés financières, ils décident d'arrêter leurs études. Ce qui est un petit peu malheureux, parce qu'il y a vraiment des talents dans cette filière. Et on a envie un peu, nous, de les accompagner et puis surtout de les encourager à rejoindre notre métier de commissaire aux comptes et d'expert comptable. Donc, pour ça, on leur a affecté un parrain ou une marraine qui est généralement un commissaire aux comptes ou un expert comptable élu de la profession ou alors membre du club des jeunes experts comptables. On a beaucoup de jeunes confrères qui nous ont rejoints dans ce dispositif. Et alors, ces confrères, ils accordent beaucoup de leur temps à ces jeunes de manière à les encourager, à répondre à leurs questions, à ouvrir leur réseau, pourquoi pas à les recruter en stage dans leur propre cabinet, tout ça pendant 18 mois jusqu'à l'obtention de leur Bac+3. Et évidemment, notre objectif, c'est de les encourager à poursuivre leurs études vers un Bac+5 et puis, idéalement, jusqu'au Graal qui est le diplôme d'expertise comptable. Bien sûr. Alors, cette année, c'est la 3e édition. Quelles sont les nouveautés ? Alors, on a une nouveauté majeure, c'est que ce dispositif a beaucoup plu à notre compagnie nationale des commissaires aux comptes et aussi au Conseil national de l'ordre des experts comptables. Donc, ces deux institutions nationales nous ont offert un financement complémentaire, ce qui nous a permis de passer de 30 lauréats pendant la 2e édition, à 50 lauréats pour cette 3e édition. Et alors, figurez-vous, Arnaud, qu'on a eu les assises des commissaires aux comptes, début décembre. Et alors, au moment de l'introduction de ces assises, Vincent Régnier, qui est le président de la CRCC de Paris, a porté le message, a présenté ce dispositif lors de l'introduction des assises. Notre ambition, et ce qu'on espère en tout cas, c'est que ce dispositif soit repris par d'autres CRCC régionales de manière à ce qu'il y ait le maximum de jeunes qui bénéficient de ce dispositif Make It Easy à travers tout le territoire. Alors concrètement, comment ça fonctionne Make It Easy ? Comment sont sélectionnés les candidats ? Ah, ça, c'est une excellente question. Alors, du point de vue de l'organisation, on a eu un jury au mois de novembre qui est composé des 3 présidents et présidentes des institutions régionales, qui est également composé des représentants dont je fais partie des commissions attractivité de ces institutions. Et alors, on a étudié les 120 dossiers qu'on a reçus de manière à sélectionner 50 lauréats. Alors, comment est-ce qu'on procède ? Eh bien, on va demander à chacun de ces jeunes d'abord d'avoir d'excellents résultats scolaires. Donc, on a besoin de leur bulletin de notes, on a besoin de recommandations de leurs professeurs. Et puis, on va étudier évidemment les critères de ressources, parce que évidemment, on vise à accompagner des élèves qui ont des difficultés financières à ce moment de leur vie étudiante. Donc, on va leur demander de construire un budget. On va leur demander aussi de nous expliquer dans une lettre un petit peu motivée quel est leur projet professionnel et puis quelle est leur situation de vie. On se rend compte qu'il y a certains élèves qui ont des vraies difficultés d'ordre familial, pas uniquement financières. Et donc, c'est sur la base de tous ces critères qu'on va faire ce choix qui est terrible à faire. C'est difficile de sélectionner ces jeunes, mais qui va nous permettre de sélectionner 50 lauréats. Alors maintenant, on en sait plus sur la sélection des candidats. Qu'en est-il de l'annonce des lauréats ? Quand seront-ils annoncés ? Alors, les lauréats ont déjà été prévenus. À l'issue du jury, on les a tout de suite informés de la bonne nouvelle. Et alors,
on va les célébrer, nos lauréats. Donc, on a prévu une soirée le 10 janvier au Club Haussmann à Paris, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et on aura la chance d'avoir le parrainage cette année, comme l'année passée, d'ailleurs, d'une ancienne ministre chargée de l'égalité des chances, qui était Elisabeth Moreno. Et il y aura également l'ensemble des présidents des institutions régionales et nationales qui seront là. Et surtout, ça sera un moment convivial au cours duquel chacun des lauréats vont rencontrer leurs parrains et leurs marraines. Et ça sera le début d'une aventure pour eux jusqu'à l'obtention du Bac+3. Alors pour terminer, peut-être un mot sur l'action de la CRCC de Paris en matière d'attractivité de la profession. On essaie de faire beaucoup de choses. Alors moi, j'ai la chance de présider cette commission à la CRCC de Paris et notre vocation, c'est un peu d'être les ambassadeurs de l'institution et à travers elle de la profession du chiffre vers ces jeunes. Donc on va dans une trentaine d'écoles par an pour présenter les métiers du chiffre, à commencer par le métier d'auditeur évidemment, pour leur donner envie d'embrasser cette carrière plus tard. Et alors pour les inciter à s'intéresser à nos métiers, on leur propose un concours, c'est un jeu vidéo. Enfin, l'idée c'est de leur proposer un tournage vidéo de 2 minutes où on leur demande de détourner un film culte pour parler du métier d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Et tout ça va déboucher sur une grosse soirée au mois d'avril où on attend 600 jeunes du SCG, Master CCA, de manière à récompenser les meilleurs d'entre eux. Ça sera un petit peu comme au Festival de Cannes, si vous voulez, il y aura un grand tapis rouge, on va voir les meilleures vidéos qu'on va primer, et puis évidemment, ce sera l'occasion de parler de nos métiers du chiffre tous ensemble. Donc si vous me réinvitez, Arnaud, je vous parlerai davantage de cet événement. Avec plaisir. Donc à suivre, en tout cas, l'appel est lancé. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud, c'est un plaisir. Audit comptable et transactions, quels sont les enjeux? On en parle tout de suite avec mon invité, Ariane Olive, fondatrice de Spark Avocat. Ariane, bonjour. Bonjour Arnaud. Dans quelle mesure la conjoncture actuelle a-t-elle un impact sur la teneur des négociations en cours? Alors écoutez, la conjoncture actuelle, elle voit vraiment se systématiser le recours, on va dire, à des variabilisations de prix. Donc, tout est plus complexe, tout est plus long. Je crois qu'on est un bon nombre de professionnels à le signaler, tant sur la partie chiffres que sur la partie lettres, si je puis dire, que sur la partie plus juridique. Et cette variabilisation, quelle forme prend-elle? Elle prend clairement la forme quasi systématique maintenant de l'inclusion de logiques de variables comme le complément de prix. Et elle prend aussi la forme d'une variabilisation sur les sujets de modalité de paiement du prix, avec un recours qu'on voit quand même de plus en plus systématique à la logique du crédit vendeur, c'est-à-dire finalement à l'utilisation du cédant comme outil de financement de l'opération. Et c'est pas qu'un outil de financement, c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il permet aussi, notamment auprès des financeurs, dont on parlera tout à l'heure, d'aller donner du crédit, de la confiance à une opération. Donc voilà, c'est à la fois du quantitatif et du qualitatif. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans la plupart des transactions en ce moment. Comment l'audit comptable financier a-t-il un impact sur le financement des transactions en cours? Alors là, je dirais que c'est un peu aujourd'hui comme toujours, mais peut-être de façon plus aiguë. Donc on va dire même nature, mais plus de degrés. Évidemment, l'importance cruciale pour l'intervention des hommes du chiffre de crédibiliser l'historique de la cible dont on parle, de la cible qu'on veut acquérir pour se mettre côté acquéreur, puisque c'est lui qui va aller lever des financements. Avec évidemment la nécessité de démontrer que la capacité d'autofinancement de la cible est en capacité précisément, même des côtés des classiques 30%, d'assurer et de façon, on va dire, pas trop étroite ou le plus large possible, le paiement des échéances d'emprunt ou des échéances de financement telles que le financement est structuré dans l'opération. Et puis aussi, et là je trouve de plus en plus, même si honnêtement ça a toujours été le cas, mais là encore croissance du degré, la nécessité pour les hommes du chiffre et pour l'audit comptable de pouvoir tangibiliser des projections, notamment évidemment au travers du business plan, des projections de croissance qui elles aussi permettent de sécuriser les financeurs sur le fait que l'avenir ne sera que meilleur et plus large s'agissant on va dire, de l'assurance de leurs échéances de prêt. En quoi l'auditeur comptable et le conseiller en chiffres en général est-il un artisan majeur de la garantie d'actifs et de passifs? Alors la garantie d'actifs et de passifs, ça c'est pas le sujet qui est le plus simple à traiter dans les transactions. Pour mémoire et pour nos auditeurs, il s'agit bien d'un contrat qui vise pour le cédant à garantir sa gestion passée. Donc, d'un contrat qui suppose de couvrir sous une forme de restitution par le cédant du prix, de tout ou partie du prix qu'il a perçu. Fort heureusement, la statistique n'est pas à la mise en œuvre systématique ou majoritaire des garanties d'actifs et de passifs, mais enfin bon, ça existe, donc c'est pour ça aussi qu'il faut en parler. Et donc cet acte, si vous voulez,
il a un certain nombre de grands points qui sont très fondateurs, en fait, à la fois de sa structure et de la capacité pour l'acquéreur, le cas échéant, si besoin, à le mettre en œuvre. Parmi ces grands points, il y a le fait que pour savoir si la photographie sur la base de laquelle j'ai acquis la société a évolué, eh bien, encore faut-il que j'ai justement figé une photographie. Et cette photographie figée, précisément, ce sont les comptes de référence. Donc, l'audit, en fait, par nos experts comptables en qualité d'acquéreur, des comptes de référence de la cible, qui vont servir en fait de pivot, de pilier à cette garantie d'actifs et de passifs, sont évidemment, et cet audit extrêmement important. Et ces comptes de référence, ce sont justement, c'est cette référence qui va nous permettre de comparer l'avant, de comparer l'après et de faire des calculs, le cas échéant, de restitution de prix. L'autre point, c'est que et je ne vais pas être exhaustive parce qu'on n'a pas le temps imparti, mais juste pour donner quelques grands exemples, dans la mécanique de calcul des éléments éventuels de restitution du prix, eh bien, on a la prise en compte des provisions. Donc là aussi, on voit bien comment l'auditeur comptable, dans la validation, dans la matérialisation, dans la tangibilisation qu'il peut faire des provisions qui ont été passées par la cible, eh bien, on voit bien comment ça a un impact direct, puisque ces provisions vont servir de ce qu'on appelle de mécanique d'atténuation, c'est-à-dire vont, le cas échéant, venir en déduction du préjudice, entre guillemets, subi par l'acquéreur, du fait de l'occurrence d'un fait générateur, et par conséquent, elles sont directement liées aux conditions de mise en œuvre de la garantie d'actifs et de passifs. Et puis ensuite, il y a un autre élément qui est très important et qui est beaucoup plus transverse à ce contrat, c'est que ce contrat, en fait, il fonctionne en deux parties. On a d'abord un champ de déclaration, dans le cadre desquels, pour le faire de façon très simple, le cédant nous dit « je suis absolument parfait », enfin « ma société est absolument parfaite », à l'exception de ce qui est visé en annexe. Et puis, on a un deuxième chapitre à ce contrat, qui est un chapitre qui précisément touche le fonctionnement de l'indemnisation, le fonctionnement de la mécanique d'indemnisation. Et donc, en fait, dans ces déclarations, eh bien, on a des points de regard, alors évidemment sur les comptes, ça va de soi, sur la fidélité, la sincérité du compte, sur la permanence de méthodes appliquées à la tenue de ces comptes, les éventuels changements de méthode s'il y en a eu, etc., etc. Mais il y a aussi des éléments qui peuvent s'avérer en fonction des cibles acquises et des cas particulièrement prégnants. Par exemple, le sujet des stocks, lorsque j'achète une société qui se trouve avoir une quantité importante de stocks, est un élément évidemment majeur parce que c'est quelque chose qui va être comptabilisé dans la valorisation des titres de la société, et c'est quelque chose dont il faut qu'on s'assure qu'il soit tangible, tant sur sa présence réelle, mais également, et c'est ça doit figurer dans l'audit comptable. Exactement, sur les méthodes de comptabilisation. Donc voilà, c'est vraiment, on a une présence majeure, par exemple, du fait de ces éléments-là, au titre de la garantie d'actifs et de passifs de l'auditeur comptable. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. On poursuit la matinale et je suis en compagnie de Jean-Loup Roger, président d'Implid. Implid qui vient d'adopter le statut d'entreprise à mission. Jean-Loup Roger, bonjour. Bonjour Arnaud. Pourquoi Implid a adopté un statut d'entreprise à mission ? Bien, le statut d'entreprise à mission, en fait, c'est un peu notre histoire. Depuis très longtemps, on a une raison d'être qu'on a illustrée avec le changement de notre marque Implid, qui est de faire grandir, donner à chacun l'élan pour grandir et faire grandir jour après jour. Donc, on a une vision plus de long terme, de durabilité, et c'est ce qui se cache un petit peu derrière l'entreprise à mission. Donc, l'entreprise à mission, c'était un peu structurer le sens, tout en revalorisant notre raison d'être et en illustrant nos valeurs, le collectif, l'engagement et l'audace, et de de le pérenniser pour avoir une entreprise durable, parce que c'est bien ce qui se cache derrière, c'est une entreprise durable dans un écosystème durable. Alors, entreprise durable, qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont vos objectifs ? Alors, nous avons 4 objectifs. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de symétrie d'attention, depuis très longtemps, on fait très attention quand on prend une décision chez Implid, quel impact qu'elle a à la fois sur les équipes, l'impact qu'elle a sur nos clients, l'impact qu'elle a sur l'entreprise, et puis depuis pas très longtemps, l'impact qu'elle a sur l'écosystème. Depuis 2015, nous avons créé une fondation, la fondation Implid François Guette, qui est un des éléments pour nous d'intervenir sur l'écosystème. Donc, nous avons repris ces 4 objectifs. Donc, pour nos clients, eh bien, l'idée, c'est de guider une communauté d'entrepreneurs vers un modèle économique plus responsable, plus durable.
Pour l'entreprise, c'est également de s'inscrire dans un modèle durable et responsable. Pour nos équipes, c'est favoriser leur épanouissement, leur autonomie, pour avoir plus de professionnalité, une employabilité meilleure, mais également personnellement, pouvoir être mieux dans leur basket, comme on peut dire aujourd'hui. Donc, ce qui fait que ça permet d'avoir ce fameux équilibre vie privée, vie professionnelle. Et puis, pour l'écosystème, c'est essayer de contribuer à la création ou à la croissance d'un écosystème plus durable. Donc, pour nous, c'est d'inscrire nos valeurs altruistes dans l'écosystème dans lequel nous sommes. Et la Fondation en est l'exemple. Alors, on en sait plus sur Implid, entreprise à mission, mais quelles sont les prochaines étapes ? Alors, les prochaines étapes d'Implid, c'est l'hybridation, donc l'hybridation de nos offres. On a un métier qui est l'expertise comptable, sur lequel est le consulting. Et dans ces deux métiers, il y a la facture électronique qui arrive tranquillement, même si elle a été un petit peu reportée. Voilà. Donc, on essaie d'hybrider à la fois notre manière de produire pour accompagner nos clients dans une offre avec une facture électronique, mais également la manière d'accompagner nos clients avec à la fois de l'humain, beaucoup d'humain, parce que l'entreprise à mission, c'est autour de l'humain, mais aidé par de la technologie, par peut-être de l'intelligence artificielle demain. Alors, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale.